Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur l'antenne pour notre émission Au fil des pages. Alors aujourd'hui, je vous parle du Petit Prince de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry est né en 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 juillet 1944 en mer, mort pour la France. C'est un écrivain, bien sûr, un poète, un aviateur, un reporter français également. Le Petit Prince a eu un succès mondial et sans doute l'avez vu, entendu et lu. Vous vous souvenez du mouton? Vous vous souvenez du renard? Une des sources du récit est l'expérience de la longue marche de Saint-Exupéry dans les sables après son accident d'avion lors de son raid Paris-Saigon en 1936. Il a écrit à New York, où l'édition originale est parue en anglais en 1943 aux éditions Reynal et Hitchcock. La traduction en France, elle, se fera en 1946 à titre posthume chez Gallimard. Le livre est illustré des aquarelles de l'auteur et dédié à son grand ami Léon Werth. À Léon Werth quand il était petit garçon. À l'époque de sa sortie, les critiques s'interrogent sur le choix d'un conte pour enfants et se demandent si ce livre leur est véritablement destiné. Certains critiques diront « Pas pour enfants, c'est un adulte au cœur d'enfant ». Saint-Exupéry lui dira « Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne ». Le Petit Prince invite à lire le sens caché et intime entre les lignes. Il est une invitation au voyage intérieur, à travers le temps et l'espace, dans les contrées de la mémoire où le sens est tout entier à construire. Une invitation à reconsidérer ce qui nous lie au monde. Ce grand écart qui mêle le singulier et l'universel, qui permet d'échanger du symbolisme entre les générations, entre les enfants et les grandes personnes, fait de ce livre un ouvrage majeur du XXe siècle. Je vais vous en lire quelques extraits. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. » J'ai beaucoup réfléchi alors sur les aventures de la jungle et à mon tour j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée.
Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Quand je me rappelai alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?»« Pourquoi ?»« Parce que chez moi c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement, je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça, tiens, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du Petit Prince. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais
Quel est le son de sa voix? Quels sont les jeux qu'il préfère? Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande: quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes: j'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire: j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient: comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites: la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites: la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire: il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. « Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix sous le pommier. »« Qui es-tu, dit le petit prince, tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince, je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta: « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent, c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?»« Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ? » Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard.
Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien ?»« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Bonne lecture, relecture à vous de ce superbe livre qui traverse le temps et l'âge. À très bientôt pour un autre voyage au fil des pages. Et en attendant ce rendez-vous, n'oubliez pas d'aller chez votre libraire. À très bientôt.